Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le point sur l'actualité, c'est tout de suite sur votre chaîne. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Dans le but de trouver des mécanismes pour éradiquer les rebelles du M23, Félix Tshisekedi et son homologue du Burundi et celui de l'Afrique du Sud étaient en réunion à Addis Abeba. Vous aurez les détails dans les minutes qui suivent. Et enfin à Gaza, le deuxième plus grand hôpital est presque fermé depuis le week-end par manque de carburant. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de nous choisir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a, en marge du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine tenu à Addis Abeba, en Éthiopie, participé au mini-sommet extraordinaire sur la situation de paix et de sécurité dans la région est de la République démocratique du Congo, au cours duquel il a démontré l'implication du Rwanda dans l'insécurité et le pillage des richesses de la RDC. Récit de Roger Matadi. Le président de la République démocratique du Congo séjournait depuis vendredi dernier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, où il a pris part au mini-sommet organisé par son homologue angolais João Lourenço. À cette occasion, Félix Tshisekedi a de manière ouverte condamné avec sa toute dernière énergie et en face de Paul Kagame l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Tout en refusant de négocier avec Kigali. Le médiateur et organisateur du sommet João Lourenço a rencontré séparément le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. João Lourenço a fait savoir qu'il va poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda dans le même format bilatéral séparé afin de convenir d'une issue favorable à cette question. Ce mini-sommet consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC s'est tenu en marge de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine, qui s'est déroulée du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». Construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à l'éducation. Un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique. Il s'agit là du premier voyage de Félix Tshisekedi à l'étranger depuis sa réélection à la magistrature suprême pour un second mandat. Ces mini-sommets interviennent pendant que les combats font rage entre les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les environs des Saké, territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. On reste dans le même chapitre. Donc, en marge du 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec la sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Molifi. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre de leur échange. Suivez. Les États-Unis d'Amérique soutiennent un règlement pacifique de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa sous-secrétaire d'État chargée des affaires africaines reçue ce dimanche à Addis Abeba par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré cette position américaine au cours de cette audience. Aujourd'hui, notre discussion s'est focalisée sur la situation dans l'est de la RDC.
Et j'ai redit l'engagement du gouvernement américain pour trouver une solution à cette crise terrible qui a déjà causé beaucoup de morts dans cette partie du pays. C'est très important pour les populations de l'Est de la RDC et de toutes les populations de la région de vivre dans la paix. J'ai voulu réitérer la position américaine qui vise à trouver un règlement pacifique pour éviter la guerre qui va encore créer plus de dégâts et plus de souffrances dans cette partie du pays. S'agissant des accusations de passivité de l'Occident face à l'agression rwandaise par des manifestants à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays, Molifi dit comprendre cette frustration des populations congolaises. Comprenons la frustration et la colère des populations du Congo, mais les populations congolaises doivent réaliser que le gouvernement américain, comme le peuple américain, c'est d'abord un peuple ami. Et dans les faits, nous sommes très engagés diplomatiquement pour changer la situation vers une situation plus positive et meilleure. Il faut indiquer que la sous-secrétaire d'État était à Addis Abeba pour représenter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, invité au 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement. Et au sujet de l'agression à l'est de la RDC, l'opposant congolais Martin Fayulu a appelé le chef d'État et des gouvernements de l'Union africaine à condamner formellement le Rwanda et l'Ouganda pour avoir déstabilisé la République démocratique du Congo. Il insiste sur la mise en place d'un mécanisme de cessation d'hostilité. Jeanette Fika. Dans une lettre adressée aux chefs d'État réunis le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie, lors du 37e sommet de l'Union africaine, l'opposant Martin Fayulu Madidi a déclaré, je cite, « Il est urgent de trouver une solution sur les questions des FDLR et des ADF dans le sens de les transférer hors du territoire congolais. » Le président du parti politique SID, Martin Fayulu Madidi, a dans la même lettre fait appel à l'Union africaine pour condamner formellement le Rwanda et l'Ouganda pour avoir déstabilisé la République démocratique du Congo, son pays. Il les a appelés cependant à mettre en place un mécanisme de cessez d'hostilité engagé par le M23 sous la direction de l'armée rwandaise, car la guerre à l'est du pays a engendré une crise sociale aiguë, des tueries et des massacres en Ituri, au sud Kivu, tout comme au nord Kivu. Tripartite RDC Burundi RCA, les trois chefs d'État, à savoir Cyril Ramaphosa, Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, se sont réunis au sujet du déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'Est de la République démocratique du Congo et ont par la même occasion examiné la coordination des opérations militaires à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. C'est le dimanche 18 février 2024 que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, avec ses homologues de la République sud-africaine et celui du Burundi, ont tenu une réunion à Addis Abeba. Un seul point à l'ordre du jour, la coordination des opérations avec toutes les forces armées engagées aux côtés des FARDC pour combattre les RDF et les M23. Il était question ici de faire le point du déploiement de troupes de la force régionale de la SADC, SAMI-DRC, et voir sur quelles mesures faire de ces opérations une réussite sur terrain. À en croire une source concordante, ces pays contributeurs de la SAMI-DRC sont très déterminés à exécuter la mission qui leur a été confiée par cette organisation. Le Burundi et l'Afrique du Sud sont deux pays amis de la République démocratique du Congo, dont les relations diplomatiques sont au banc fixe et ont même généré plusieurs accords de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique et militaire. Pour rappel, les troupes sud-africaines ont été déjà déployées dans la partie est de la RDC afin d'appuyer les FARDC sur les champs de bataille contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Et dans un autre chapitre, le 28e sommet de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement s'est ouvert le week-end en Éthiopie sous la présidence de la première dame congolaise Denise Nyakeru Tshisekedi. L'objectif de ce sommet est celui de rassembler des leaders déterminés pour un meilleur avenir des femmes et des filles africaines. Yves Maëlé. En Éthiopie, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, en sa qualité de la vice-présidente de l'organisation de premières dames africaines pour le développement, a pris part à l'activité de la 28e Assemblée générale de l'organisation qu'elle a par ailleurs présidée. Le première dame vise un meilleur avenir pour les femmes et filles africaines
ont toutes répondu présentes au cours de cette rencontre qui avait pour thème « Éduquer et transformer l'Afrique, améliorer l'accès à la santé et à l'éducation pour les femmes et filles africaines du XXIe siècle ». Les premières dames ont aussi approfondi leur discussion sur le budget de l'année 2024, un pilier essentiel pour la mise en œuvre de leurs ambitions et projets futurs. À la tribune de l'OPDAD, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi a rappelé que les premières dames africaines ont défini les priorités stratégiques qui guideront leurs actions, soulignant leur dévouement à promouvoir le développement durable, la santé, l'éducation, l'émancipation économique sur tous les continents africains. Et on change carrément de chapitre dans sa mission d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en marge de la formation du gouvernement. L'informateur Augustin Kabouya a, comme annoncé, amorcé les consultations de toutes les couches politiques ayant au minimum un siège à la Chambre basse du Parlement. À ce stade, plusieurs partis et regroupements politiques de toutes tendances confondues ont déjà été consultés depuis le week-end dernier. Roger Matad, il nous fait le point. Comme annoncé, l'informateur Augustin Kabouya a débuté ses consultations. La délégation de l'opposition républicaine, dit pro, dynamique et progressiste, conduite par son président Constant Moutamba, a été reçue juste avant les nouvelles élans d'Adolphe Muzito. Le samedi 17 février, dans son bureau de travail à l'hôtel Hilton, tour à tour, les délégations des partis et regroupements politiques conduite par Augustin Matata Pugno, AFDCA, conduite par Modeste Bahati-Lukwebo, Alliance et l'Action pour l'État de droit, AAU, dont fait partie Lambert Mende de l'UDPS Kibassa A, conduite par Augustin Kibassa, de l'ACPA, conduite par Jean-Tiningo Bilambaka, et de la ACPG, conduite par Pius Mwabilou, ont été tous consultés. Après ces échanges avec l'informateur, tous les leaders politiques consultés ont confirmé leur appartenance à la majorité présidentielle et ont déclaré soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cas des regroupements politiques agissant et bâtissant du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et de l'ACPG de Pius Mwabilou. Nous sommes venus réaffirmer en tant que force politique notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du Président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le Président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du Président de la République. Augustin Kabouya a-t-on finalisé sa mission d'informateur avant les délais de 30 jours au regard d'urgence du pays. Il a également échangé tour à tour avec les responsables des regroupements politiques Alliance Bloc 50 et Action des alliés de la Convention et Parti lumumbiste unifié. Et à l'est de la RDC, dans le but d'apporter son soutien aux militaires qui se trouvent sur la ligne de front à Saké, plus précisément dans le territoire de Massissi, en proie à l'insécurité, le gouverneur du Nord Kivu, Peter Sirimwami, est allé reconforter les éléments des FRDC déterminés à chasser les M23 du dehors. Il a été joint au téléphone par nos confrères de la radio Okapi. On l'écoute. Nous sommes arrivés ici, c'est pour réconforter nos hommes qui sont engagés sur la ligne de front. Essayer de voir s'il y a des besoins nécessaires qu'on peut exprimer auprès du commandant des opérations. Aussi s'assurer que les instructions du commandant des opérations sont bien exécutées. Ou s'il y a des besoins spécifiques, on puisse les faire. Parce que les soucis du commandant des opérations et même du commandant suprême, c'est que la population des sacs puisse rentrer rapidement parce qu'ils vivent dans des conditions précaires là où ils sont. Nous sommes en train de consolider. Quand on va s'assurer que la sécurité est rétablie, la population va rentrer, mais on veut que ça soit dans l'immédiat le plus possible. Nos militaires et même les Wazalendo, nous n'avons que ce pays et nous devons nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour redorer l'image de notre armée, de notre pays, mais aussi nous rendre dignes devant les autres populations du monde.
Les drones de l'armée rwandaise qui visaient les aéronefs des forces armées de la RDC ont touché et même endommagé les avions des civils. Cette information a été rendue publique par le porte-parole des FARDC, le lieutenant-colonel Guillaume Djiké, que je vous propose d'écouter. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17, à 2 h du matin, heure locale, les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique du Congo et ont visé les aéronefs de forces armées de la République démocratique du Congo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés, mais aussi endommagés. Merci. Et on quitte le Nord Kivu pour le Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kiabula a inspecté le dimanche dernier l'opération Zéro déchet dans la ville de Lubumbashi. Sur terrain, le numéro 1 de cette province s'est dit satisfait et a invité la population louchoise à garder la ville propre. Regardez. Les équipes de la brigade d'assainissement étaient à pied d'œuvre sur toute l'étendue du centre des affaires de Lubumbashi. Objectif, poursuivre le ramassage des ordures. D'ores et déjà, plusieurs artères se sont métamorphosées, contrairement aux jours antérieurs, fruit des travaux d'assainissement lancés par le premier des Haut-Katangais. Pour se rassurer du bon déroulement de l'opération, l'autorité provinciale a surpris les cantonniers en plein travail sur l'avenue Kapenda, croisement Laurent-Désiré Kabila. Ici, l'arrêt des bus est nettoyé de fond en comble et toutes les ordures collectées sont chargées dans des camionnettes en direction des dépotoirs en dehors de la ville. Ces travaux effectués à Lubumbashi constituent un ouf de soulagement pour la population. Ce qu'il vient de faire, ça nous rend fiers parce que c'est une bonne initiative. S'il continue comme ça partout, en tout cas, nous sommes trop fiers de lui. En tout cas, que Dieu le bénisse vraiment. Les concitoyens de Jacques Kiabula ont pris l'engagement de pérenniser la démarche du gouverneur qui lui-même, faisant la ronde de la ville avec son conseiller technique et le directeur de la DEPIAT, n'a pas hésité un seul instant à interpeller certains du choix à garder la ville propre. C'est le cas des agents de transport en commun, une véritable action pédagogique menée par Jacques Kiabula Katoué. Le gouverneur est plus que déterminé à assainir la ville, ont le choix de s'approprier cette initiative salutaire. Double mandat, double mandat, double mandat, double mandat. Je vous le disais en titre, l'hôpital Nasser de Khan Younes, deuxième plus grand établissement hospitalier de la bande de Gaza, est complètement hors service en raison du manque de carburant et des combats, ont déclaré dimanche des autorités médicales et locales. C'est un reportage de nos confrères de France 24. Image à l'appui, les forces israéliennes entendent le prouver au monde entier. L'hôpital Nasser et ses alentours ont bien servi de base arrière au Hamas. Elles en veulent pour preuve ce véhicule volé selon elles le 7 octobre à des Israéliens dans le kibboutz de Nir Oz, l'un des plus meurtris. Des armes, un drapeau du Hamas, mais aussi des médicaments. Israël est catégorique, cela était destiné à des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Un nom est inscrit sur chaque boîte, ici celle destinée à Norberto Luis Har, libéré par les troupes israéliennes le 12 février dernier. Chef de service à l'hôpital Nasser, ce médecin a vu arriver les militaires israéliens dans son établissement, une opération débutée jeudi dernier.
C'était chaotique. Tout le monde courait dans tous les sens. Je me suis enfui de l'hôpital avec ma famille, de nombreux patients et une partie du personnel médical. Deuxième plus grand complexe hospitalier de la bande de Gaza, l'hôpital Nasser est désormais complètement hors service, en raison notamment du manque de carburant pour alimenter ses générateurs. Sur place, seules 4 équipes médicales sont toujours à pied d'œuvre pour tenter, tant bien que mal, de prodiguer les premiers soins. Et on va prendre un mot de sport dans ce journal. La Fédération internationale de football association FIFA a rendu public le week-end dernier le classement mondial du mois de février. La République démocratique du Congo a réalisé quelques avancées en gagnant une place dans le top 20 africain dans ce classement FIFA publié après la CAN Côte d'Ivoire 2023. Roger Matadi. Au dernier classement de l'année 2023, publié le 21 décembre, peu avant le début du stage des équipes pour la CAN, la RDC occupait la 13e place en Afrique et 67e dans le monde. La RDC va en stage aux Émirats Arabes Unis et débarque à la CAN en Côte d'Ivoire. Elle s'élance dans la compétition et tutoie le Maroc à la 2e journée dans la phase de groupe. Elle élimine l'Égypte en 8e de finale, de même que la Guinée en quart de finale, avant de s'arrêter en demi-finale devant la Côte d'Ivoire. Mais dommage que cela puisse paraître, malgré cette belle prestation, elle ne gagne qu'une place dans les top 20 africains. Les Léopards sont passés de la 13e à la 12e place en Afrique et de la 67e à la 63e dans le monde. La Côte d'Ivoire, 8e avant la CAN, occupe désormais la 5e place. Le Nigeria, 6e avant la CAN, monte à la 3e place. L'Afrique du Sud, 12e avant la CAN, intègre les top 10. Par contre, les Ghana, 11e avant la CAN, se retrouvent à la 14e place. L'Algérie, 4e avant la CAN, descend à la 7e place. La grande surprise, c'est le Maroc et le Sénégal respectivement, 1er et 2e avant la CAN, mais gardent intacte leur place malgré leurs éliminations en 8e de finale. L'Angola, 28e avant la CAN, a galopé jusqu'à la 20e place. Et dans le reste de l'actualité, toujours en sport, mais en bref et en images, le tirage au sort du tour préliminaire de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 est prévu pour ce mardi au Caire en Égypte plus précisément. Cette information a été publiée dimanche 18 février par la Confédération africaine de football. Ce tirage au sort ne concernera que 10 pays. Il s'agit notamment de Lesotho et Swatini, Libéria, Soudan du Sud, île Maurice, Tchad, Sao Tomé, Djibouti, Somalie et Seychelles. Les 10 pays s'affronteront 2-2 en aller et retour à partir du mois de mars prochain. Les 5 qualifiés à l'issue de ce tour préliminaire rejoindront les 43 autres pour être répartis en 12 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque groupe de ce dernier tour seront qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Voilà, cette journée est terminée, mais prenons à présent le rappel des titres. Dans le but de trouver des mécanismes pour éradiquer les rebelles du M23, Félix Tshisekedi et son homologue du Burundi et celui de l'Afrique du Sud étaient en réunion à Addis Abeba. Et enfin, à Gaza, le 2e plus grand hôpital est presque fermé depuis le week-end par manque de carburant. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité sur votre chaîne. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur BSC TV car le programme continue. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.